Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo d'actualité du 19 juillet 2025. Vous le savez, ce matin, peut-être l'avez-vous vu, soit sur le YouTube Premium de l'OL, soit sur l'OL Play. Premier match de préparation de l'OL face à Villefranche. Bon, ça n'a pas cassé des briques, petite victoire 1-0 sur penalty, je vais revenir dessus. Et parler de 2-3 joueurs qui m'ont bien plu pendant ce match. On va parler évidemment de Mercato, avec l'arrivée potentielle de Lesmelo, vous allez voir une priorité de l'OL, et les détails du deal de Afonso Moreira. C'est pas encore officiel, hein, je vous le dis tout de suite, mais on va dire c'est imminent. Et on parlera en fin de vidéo, parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de Textor, donc pour eux, je l'ai mis en fin de vidéo, comme ça. Après le débrief d'OL Villefranche, vous pourrez arrêter la vidéo. On verra que Arès et Michel Kang ont essayé d'évincer définitivement John Textor, mais que ça n'a pas marché et je vais expliquer pourquoi. On va donc commencer par Pierre Lesmelo, dont vous le voyez ici, l'équipe nous dit que c'est une cible prioritaire de l'OL. Alors c'est un joueur un petit peu dans le style de Matic, hein, c'est-à-dire qu'il joue devant la défense, qui est très très bon à la récupération, très très bon à la relance. C'est pas le gars le plus rapide, le plus athlétique de la Terre, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui donne des bons ballons pour assurer la transmission entre la défense et l'attaque. Alors ça fait un petit moment quand même qu'il veut quitter Brest, hein, il voulait déjà le faire l'année dernière, il était convoité par Rennes. Il est au contrat jusqu'en 2027. Sa valeur sur Transfer Market, c'est 5-6 millions. Alors ça tombe bien, c'est dans notre budget. Bon, c'est un salaire de Ligue 1 d'un club, plutôt d'un petit club de Ligue 1. Donc, je pense que c'est tout à fait dans nos cordes. Lui semble potentiellement intéressé parce qu'il veut continuer à jouer à la Coupe d'Europe. Rappelons qu'il a fait la Ligue des Champions avec Brest la saison passée. Donc bon, écoutez, c'est quelque chose qui paraît tout à fait cohérent. J'ai voulu m'amuser à comparer les performances de Pierre Lesmelo avec nos milieux actuels. Alors, sur le diagramme que vous avez, vous voyez que Pierre Lesmelo est en bleu et qu'il y a un certain nombre de statistiques qui permettent de l'évaluer sur différents critères. Donc les passes clés, donc les passes qui amènent à un but, les passes à un tir, pardon. Les passes progressives, le pourcentage de duels gagnés, les possessions gagnées, les courses. Donc vous voyez que sur les courses, c'est un peu moins bien. Les passes vers l'avant, le pourcentage de passes vers l'avant réussies et donc les passes clés, j'ai déjà dit. On va le comparer donc avec nos milieux actuels et notamment un qui est sur le départ, Verretou. Donc on va voir si avoir Lesmelo, c'est un progrès par rapport à Verretou. Bon, je pense que la réponse tombe sous le sens immédiatement. On voit que Verretou est meilleur dans les courses, mais sinon dans tous les autres items, on voit que Lesmelo est supérieur, notamment dans tout ce qui est vraiment défensif et passe progressive. Donc de ce point de vue-là, je dirais à tarif égal en termes de transfert, mais beaucoup moins cher sur le plan du salaire, bah, c'est un progrès, Lesmelo, même s'il a 32 ans. Hein, bon, vous me direz, enfin il va avoir 32 ans, il n'a pas tout à fait 32 ans. Oui, il vient de les avoir. Bon, peu importe. Donc, même âge que Verretou. Donc, de ce point de vue-là, c'est un progrès. Alors, si on le compare avec Matic, qui est un de mes autres milieux de terrain, on voit que y a quand même beaucoup de similitudes. Lesmelo est bien meilleur sur les ballons gagnés. À peu près pareil dans les duels, etc. Dans tous les autres critères. Matic est un petit peu plus adroit vers les passes vers l'avant et fait un petit peu plus de courses. Mais sinon, on voit quand même qu'on a un profil similaire et vraiment bien meilleur dans les récupérations de balles. Par rapport à Tolisso, bon, normalement, il ne devrait pas y avoir photo. On voit que Tolisso est plus créatif, notamment avec les passes clés, qu'il est également... Alors, pardon. J'ai comparé Matic avec Tolisso. Voilà, Lesmelo. Bon, maintenant qui est en violet, il faut suivre. Donc, Tolisso en jaune. Donc, vous voyez quand même que dans le pourcentage de passes vers l'avant et sur les passes clés, Tolisso est supérieur. Mais par contre, dans tous les autres items, on voit que Lesmelo fait mieux, notamment dans les duels et dans les possessions gagnées.
Donc ça, c'est quand même un énorme avantage. Alors, faut dire aussi à la décharge de Tolisso que Tolisso joue plus avancé sur le terrain, alors que Lesmelou est vraiment en position de numéro 6. Alors, on va continuer les comparaisons, cette fois avec Tessman. Voilà, bon. Je m'y attendais pas. Bon, là, il n'y a pas photo. Donc, en gros, hormis un pourcentage de passes vers l'avant identique, vous voyez que alors, sur tous les autres postes, Lesmelou explose Tessman. Bon, faut dire qu'il est dans les mêmes ordres de prix, hein. Mais Tessman, mine de rien, a un salaire supérieur à 2 millions. Donc, là aussi, bon, si vous récupérez Lesmelou, peut-être vous pouvez laisser partir Tessman, qui a une meilleure valeur marchande. Alors, évidemment, l'idéal, c'est de faire partir Matic, qui a un salaire absolument énorme. Donc voilà, Lesmelou, voilà, ça peut vouloir dire le départ de ceux que j'ai nommés, donc essentiellement, on verrait tout, c'est quasiment fait, Tessman et ou Matic. Tout simplement un joueur dans un profil à peu près identique, mais à mon avis supérieur, et avec un salaire beaucoup moins élevé. Donc voilà pour Lesmelou. On va passer maintenant au calendrier, puisqu'il a été publié. Donc nous débuterons le 16 août, donc dans un petit peu moins d'un mois désormais, ce sera sur beIN Sport. Donc voilà, il faut avoir la chaîne de la Ligue 1 plus beIN Sport pour avoir l'intégralité de l'Olympique Lyonnais et Canal+ pour avoir les Coupes d'Europe. Hein, ça fait un petit budget, mine de rien. Donc ce sera le 16 août à 17h, pardon, donc face au RC Lens de Pierre Sage. Donc évidemment, on espère être prêt pour ce match. On enchaînera la semaine suivante, là encore le samedi, face à un promu, le FC Metz, 21h05, mais cette fois ce sera sur la chaîne Ligue 1+. Premier match à domicile, puisque vous le savez, les deux matchs de préparation, donc celui d'aujourd'hui et celui de Molenbeek, sont à huis clos. Bien que diffusé sur l'OL Play. Je rappelle que je ne pourrai pas commenter le match contre Molenbeek puisque c'est mercredi à 11h et que je bosse, tout simplement. Donc voilà pour les deux premières affiches de Ligue 1. Alors, Afonso Moreira est donc sur site, hein, il est à Lyon. On se demande un peu pourquoi ça n'avance pas davantage d'ailleurs, mais Abola, qui est un site, d'ailleurs le site je pense qui a sorti l'info en premier, nous explique un petit peu les conditions du transfert, donc 2 millions, donc vraiment pas cher du tout, et le Sporting gardera 20% sur la plus-value future. Donc franchement, voilà, c'est prendre zéro risque d'aller prendre ce joueur, surtout si on arrive à garder Malik Fofana et que Afonso Moreira est simple remplaçant. Bon, après, moi, je ne sais pas ce qu'il vaut. Hein. Rappelons qu'il joue en 3e division portugaise, donc c'est très difficile à évaluer. On va parler de OL Villefranche. Donc le match a commencé en retard, tout simplement parce que il flottait comme c'est pas possible. En plus, il y avait des éclairs, il y avait des orages, il y avait un potentiel de grêle, donc ça a été reculé de 45 minutes. Miko Tadze était absent pour des problèmes articulaires. Quand même étonnant pour un joueur aussi jeune. Et alors, ce qui commence à faire grincer des dents à l'intérieur du club de l'OL, c'est que sur 5 gardiens de but, vous en avez 3 qui sont blessés. Alors, je l'avais déjà dit, quand on a commencé à parler du départ de Lucas Perry, il paraît qu'il ne s'entend pas du tout avec l'entraîneur des gardiens, qui a été ramené par Paulo Fonseca. Et là, cet entraîneur des gardiens, il trouve quand même, il réussit l'exploit de blesser 3 gardiens sur les 5 qu'il a à sa disposition. Donc parmi les 5 gardiens, dans les 3 blessés, on a Lucas Perry. C'est pas grave, hein, mais bon, il n'était pas disponible aujourd'hui. On a Patouillet, pas très grave non plus, mais bon, Patouillet, il a quand même une chance d'accrocher un spot. Et puis il y a Bengi. Alors Bengi qui va être prêté à Molenbeek, mais qui est blessé quand même. Bon, donc je crois que c'est RMC qui nous dit qu'on commence à se poser des questions sur cet entraîneur des gardiens. Je crois qu'il s'appelle Paulo Ferreira, hein, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe.
Je me trompe beaucoup ces derniers temps. Hein. J'ai appelé l'Alliance Arena à l'Alliance Riviera. Hier, j'ai dit que la Serie A, c'était le championnat d'Angleterre. Mais bon, vous savez, quand vous faites des vidéos tous les jours, il y a des erreurs, ça peut arriver. Bref. Donc ce match un petit peu particulier puisque Paulo Fonseca, qui, il faut le noter, n'était pas sur le banc. Il était en tribune puisqu'il est toujours suspendu. Eh bien, il avait décidé de mélanger, de faire jouer tous les joueurs une mi-temps et de mélanger jeunes joueurs et, on va dire, joueurs vétérans. Alors, en première mi-temps, vous le voyez, une défense plutôt expérimentée avec des camps dans les buts. Shaib, bon, pas très expérimenté, mais sur le côté gauche. Kaletakar Mata en défense centrale, Koumbedi à droite. Alors, c'est présenté comme un 4-3-3, mais c'était plutôt un 4-2-3-1. Donc on avait Matic et Tessman devant la défense. On avait Kalismera donc en 10. On nous dit d'ailleurs beaucoup de bien de Kalismera. C'est Gaël Berger, donc, qui est le directeur de la communication, je ne sais pas si c'est son titre, mais enfin bon, de l'OL, et qui nous dit que tous les joueurs l'adorent, les vétérans sont vraiment très très contents de jouer avec lui. Il apporte vraiment un vent de fraîcheur. Donc on était plutôt en 4-2-3-1. Avec Molébé en ailier gauche, Humbert en pointe, et Lazziri, qui est plutôt un latéral gauche, qui se retrouve en ailier droit. Alors l'idée, c'est ce qu'on a vraiment perçu en première mi-temps, c'était de se dire, on va mettre des jeunes devant pour faire du gegenpressing. Et du pressing, ça a plutôt bien marché, puisque figurez-vous que dès la 15e seconde, on aurait pu marquer un but. Sur une récupération de Molébé, et Humbert un peu accroché par le gardien, qui ne peut pas conclure. Bon. On a récupéré un nombre de ballons assez intéressant sur ce type de pressing, mais bon, l'utilisation n'a pas été terrible. Bon, évidemment, moi je vais pas taper sur la tronche des jeunes, hein, Molébé, Humbert, Lazziri, Mera, c'est leur première fois avec les pros. Alors Lazziri avait joué un peu en amicaux l'année dernière, mais voilà, ils sont là pour se faire de l'expérience. Ah, ils se sont beaucoup donnés, mais quand même la première mi-temps a été assez plan-plan. Il faut dire que quand vous avez Matic et Tessman, ça va pas vraiment vous accélérer le jeu, et ça a vraiment été le cas. En plus, Koumbedi a fait un début de match très très compliqué. Bon, il s'est bien rattrapé après, mais bon. Bon, dès quand on n'a pas été sollicité, on a eu quelques occasions, voilà, pas très convaincantes. Je peux pas vraiment isoler de joueurs sur cette première mi-temps. Donc j'ai bien aimé l'activité des jeunes et le sérieux global de l'équipe, dans le placement, dans la volonté de presser, dans la volonté de jouer collectif. Bon. Première mi-temps, voilà, peu d'enseignements. Ça nous fait évidemment plaisir de retrouver l'équipe, mais on ne peut pas dire qu'on a kiffé comme des malades, d'autant qu'on a poireauté 45 minutes à regarder la pluie tomber. Alors deuxième mi-temps, changement total du 11, toujours avec une défense assez expérimentée, Abner, Niakate, Barisic donc, et Maitland-Niles, Diarra dans les buts. Au milieu de terrain, Diawara, Akoku, Tolisso. Là, pour le coup, on était plutôt en 4-3-3, effectivement, même si Tolisso, vous le savez, aime bien monter un peu en poste 10. Malik Fofana, qu'on est très content de retrouver, qui n'a pas tardé à montrer que déjà, il était dans une très bonne forme et que il continue à faire des différences de fou. Gomez Rodriguez, qui... On le voit physiquement est prêt, mais alors par contre, en intelligence de jeu, il va falloir qu'il avance. Hein. Parce que franchement, à un moment donné, il a un 2 contre 1 justement avec Fofana, et il le joue, mais alors tellement mal. Pauvre Malik Fofana, qui lui est super collectif, franchement, il peut être un peu dégoûté. De Carvalho, bon, qui n'est pas vraiment dans sa position, mais bon, qui a fait des bonnes passes, je trouve, qui a été plutôt à son avantage. Bon, sur les autres joueurs, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, en deuxième mi-temps, je trouve que Villefranche, même s'ils ont eu une super occasion, hein, parce que il y a eu un penalty qui a ouvert le score, d'ailleurs provoqué par Fofana et marqué par Tolisso. Et à la 86e minute, eh bien, figurez-vous, Villefranche aurait pu égaliser. C'est même un miracle qui n'égalise pas. Mais bon, hormis ça, ils n'ont pas été super dangereux, donc bon, on ne peut pas vraiment tirer d'enseignement. Ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé, là encore, sur cette deuxième mi-temps, l'équipe plutôt appliquée, sérieuse. Un peu moins de pressing, je trouve, mais un milieu quand même mieux à la récupération.
Diawara, Koku, Tolisso, ça a été plutôt pas mal. Et ça relançait assez rapidement. Faut dire qu'avec ces joueurs-là, on peut jouer, donc Fofana et Gomez Rodriguez, on peut jouer dans la profondeur. Donc c'était plutôt intéressant. Bon, un match qui ne restera pas dans les annales, vous doutez bien, ce petit 1-0. Mais bon, ça fait plaisir de retrouver nos joueurs. On les reverra donc face à Molenbeek dès mercredi à 11h, je crois, 10h30, 11h. Là aussi, ce sera diffusé sur l'OL Play et sur le premium YouTube de l'OL. 4,99 pour un mois. Donc, bon, écoutez, c'est une reprise tranquille, c'est ce qu'on attendait. J'ai trouvé globalement l'équipe vraiment appliquée. On voit exactement où veut aller Paulo Fonseca. Là, il n'y a pas de doute. Pressing haut, relance propre, jeu collectif, jeu dans la profondeur. Bon, c'est bien parce que là, on a les joueurs pour le faire. Donc, honnêtement, bon, on voit où on veut aller. C'est déjà ça. On a une route qui est tracée. Après, quels seront les joueurs qui vont devoir animer tout ça? On ne sait pas. Le mercato ne fait que commencer, donc on va rester prudent. Je vais terminer donc par Ares et Michel Kang qui ratent leur putsch. Donc si vous ne voulez pas entendre parler de Textor, vous coupez la vidéo parce que je vais en parler. Vous allez voir que c'est passé des choses qui en disent long sur la volonté notamment d'Ares de dégager Textor à coups de pompe dans le 1-1. Et donc, ça s'est passé jeudi, figurez-vous. Alors, j'avais commenté l'article de Régis Dupont hier, qui nous annonçait vraiment que, voilà, la volonté, c'était de mettre Textor dehors. Et effectivement, il a été bien informé. On se demande bien par qui. Ares et Michel Kang ont tout simplement essayé de dégager John Textor de la présidence de Botafogo. Le dégager de la présidence de Botafogo, le dégager également de la présidence de Molenbeek. Donc pour ça, il fallait que le conseil d'administration de Botafogo valide cette possibilité, mais il faut savoir évidemment qu'à Botafogo, comme Textor les arrose du pognon de l'OL, eux, ils l'adorent Textor. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages dans les commentaires de supporters de Botafogo qui viennent m'insulter parce que j'ose émettre des doutes sur la compétence de Monsieur Textor. C'est assez marrant à lire. Bref. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bon, tout le conseil d'administration de Botafogo a soutenu Textor et que pour pouvoir le renverser, il fallait que l'association de Botafogo, puisqu'à la base c'est un club associatif, qui représente 10% du capital, a un droit de veto. Et donc, Ares et Michel Kang n'ont pas pu aller au bout de la procédure. On Textor sent bien que ses oreilles chauffent. Donc, on dit qu'il va créer une nouvelle holding dans un paradis fiscal. Bon, plus rien ne nous étonne avec lui. Pour racheter Botafogo et Molenbeek, et puis ensuite acheter un club anglais pour refaire son cinéma dans une autre structure, mais de laquelle nous ne serons absolument plus associés. Alors, j'ai expliqué hier les différentes manières avec lesquelles Ares pouvait mettre fin aux fonctions de Textor. Et évidemment, une des possibilité, c'est de lui intenter tout simplement des procès. Pour différentes actions, on va dire, en dehors de la légalité, éventuellement des abus de biens sociaux. Alors moi, je n'ai jamais parlé d'abus de biens sociaux pour Textor, tout simplement parce que je n'ai pas les données. Je suis fasciné par ceux qui crient à l'abus de biens sociaux, mais n'ont jamais mis le nez dans la comptabilité. Enfin bon, bref. Ils sont très forts, je ne suis pas aussi fort, mais bon. Donc, Ares, évidemment, Michel Kang ont la comptabilité, ont tous les détails. Les commissaires aux comptes savent exactement combien d'argent est parti de l'Olympique Lyonnais vers la holding, vers Botafogo. Ares et Michel Kang savent très bien combien d'argent de la holding est parti à Botafogo. Bon, s'il y a eu des anomalies, s'il y a eu des infractions,
eh ben, Textor peut être poursuivi. Et donc, Ares, évidemment, ne se gênera pas pour le faire. Ils ont sans doute toute une batterie d'avocats qui sont prêts à se jeter sur lui. Donc, l'étau se resserre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le divorce avec l'OL, il est complètement consommé. On n'entendra plus jamais parler de John Textor en France, et évidemment à l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. L'Olympique Lyonnais, désormais, est sous la seule et unique responsabilité des associés Michel Kang, Jean-Pierre Comte et Ares. Textor n'est plus du tout dans la boucle. Je pense que c'est quand même la meilleure solution. Ce qui est certain, c'est que cette action d'Ares et de Michel Kang n'est absolument pas anodine. Elle a échoué, mais elle dénote une intention. Et l'intention, c'est d'éjecter John Textor. Alors, pour le moment, ils doivent sans doute réfléchir à une autre tactique. Il faut aussi dire que même si Botafogo et Molenbeek sont, je dirais, déplacés dans une autre structure, ça n'empêche pas que ces clubs-là restent en garantie des prêts d'Ares. Bon. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que ça chauffe pour ses oreilles et il y a fort peu de chances qu'ils s'en sortent. Parce que je pense que Ares et Michel Kang, mais surtout Ares, savent absolument ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils vont faire. Voilà les amis pour cette vidéo d'actu, j'espère que tout cela vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, à mettre un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir et bon week-end à vous.